Voici votre tour d'horizon rapide sur la réglementation concernant les trousses et locaux de premier secours. En fait, cette règle dicte ce que chaque employeur doit absolument mettre en place parce qu'en pleine urgence, chercher un simple pansement ne devrait jamais aggraver la situation. Alors premièrement, oubliez la solution unique. Il y a 3 types de trousses. On a la trousse de base pour les risques faibles à modérés, l'intermédiaire pour les risques plus élevés qui inclut des grands pansements et des garrots, et la trousse personnelle pour le travail isolé. La taille exacte va ensuite dépendre directement du nombre de vos employés. Deuxièmement, tordons le cou à un mythe tenace. Non, vous n'êtes pas du tout obligé de remplacer votre trousse au complet tous les 3 ans. Par contre, elle doit rester super facile d'accès. Et ce vieux matériel jauni qui traîne au fond, on le jette car tout ce qui est périmé, utilisé ou souillé doit être remplacé illico. Finalement, parlons du local de premier secours. Sous certaines conditions, vous devez aménager un espace dédié, chauffé et éclairé, avec au minimum une civière, une table, des chaises et un lavabo avec du savon. Ah, et votre secouriste doit connaître par cœur l'emplacement des extincteurs et des douches de secours. En gros, la sécurité n'est vraiment pas une option. Évaluez vos risques et assurez-vous que votre matériel est toujours prêt à l'emploi. Ne bougez pas, on passe aux choses sérieuses et aux détails pratiques avec notre épisode complet qui débute à l'instant même. Il y a un objet incroyablement familier, en fait, que tout le monde croise absolument tous les jours, souvent sans même y prêter la moindre attention d'ailleurs. Ah ouais, c'est le genre de truc qui fait partie des meubles. C'est ça. C'est accroché sur un mur dans la salle de pause ou bien rangé discrètement dans un placard près de la réception. Ou glisser sous le siège d'un véhicule de fonction aussi. Absolument. On parle bien sûr de la fameuse petite boîte verte, la trousse de premier secours en milieu de travail. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier complètement ce boîtier omniprésent. Une très belle mission. Ouais, je suis ravie d'en parler. Pour cette exploration, on se base sur un document très précis et plutôt dense, le texte officiel de la réglementation québécoise qu'on appelle la Réglementation 1. Ça encadre les normes minimales de premier secours. Et il faut préciser que le tout est harmonisé avec la norme canadienne CANSA Z1220-17. Voilà. Et la raison pour laquelle cette plongée est si pertinente pour quiconque travaille, gère une équipe ou met simplement les pieds dans une entreprise, c'est qu'en lisant ces documents, on réalise vite que ces boîtes ne sont pas des simples assortiments aléatoires. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste des pansements jetés à la hâte dans un contenant en plastique. Il s'agit en réalité d'écosystèmes d'intervention médicale hautement réfléchis. Et ce qui est fascinant ici, c'est de constater à quel point c'est l'évaluation précise des risques d'un environnement de travail qui dicte le contenu exact de ce qui pourrait un jour sauver une vie. Notre mission aujourd'hui, c'est d'aller bien au-delà de la simple liste d'inventaire. Il s'agit de comprendre le véritable pourquoi, la logique clinique et logistique implacable qui se cache derrière chaque article présent dans cette boîte. Rien n'est laissé au hasard, pas même la taille des ciseaux ou la texture d'une compresse. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la première chose qui saute aux yeux en parcourant la réglementation, c'est l'absence de solution unique. Exactement. On ne peut pas juste acheter une trousse standard au magasin du coin et se dire que le tour est joué pour n'importe quelle entreprise. La norme divise les trousses en 3 types bien distincts. Ouais, on a d'abord la trousse de base. Elle est pensée pour les milieux de travail où les risques sont considérés comme faibles ou modérés, comme des bureaux classiques. Ensuite, il y a la trousse intermédiaire, qui entre en jeu pour les environnements à risque élevé. Mais il y a un 3e type qui a vraiment attiré mon attention. C'est la trousse personnelle. Dans quel contexte exact a-t-on besoin d'une trousse individuelle ? Ah, ça c'est crucial. Cette trousse personnelle, c'est une question de survie pure et simple pour le travailleur isolé. Ok. Faut imaginer un technicien qui inspecte des lignes électriques en pleine forêt ou un arpenteur seul sur un vaste terrain. Ces personnes n'ont clairement pas accès à la trousse murale de la salle d'employés. C'est sûr. Et c'est aussi la trousse qui doit obligatoirement se trouver dans les véhicules professionnels. Ça s'applique aux véhicules destinés au transport de travailleurs avec une capacité d'accueil de 1 à 5 travailleurs. D'accord, mais s'ils sont plus nombreux dans le véhicule ? Là où la logistique devient vraiment intéressante, c'est concernant la distance. Si un véhicule transporte plus de 5 travailleurs, disons une équipe entière d'élagueurs, mais qu'il se trouve à plus de 30 minutes d'un service médical, c'est également ce type de trousse spécifique qui doit être utilisé. Waouh ! La distance temporelle par rapport aux soins médicaux professionnels change complètement l'évaluation du danger.
C'est impressionnant de voir cette notion de temps de trajet intégrée directement dans la loi. Et au-delà des types de trousses, j'ai vu qu'il y a une règle de proportionnalité stricte basée sur les effectifs. Tout à fait. Les formats varient selon le nombre de travailleurs présents par quart de travail. Une petite trousse est prévue pour un groupe de 2 à 25 travailleurs. Si l'équipe compte entre 26 et 50 personnes, on passe au format moyen. Mhm. Et de 51 à 100 travailleurs, c'est la grande trousse. Mais la question que je me suis posée, c'est que se passe-t-il dans une usine qui emploie 200 personnes sur un même quart? On n'a pas construire une trousse géante de la taille d'un réfrigérateur, hein. Ah, non, bien sûr. Au-delà de 100 travailleurs par quart, l'employeur doit multiplier le nombre de trousses, mais surtout, il doit les répartir de façon stratégique sur les lieux de travail. Pour que ce soit accessible. Exactement. L'idée est d'éviter qu'un travailleur blessé à l'autre bout d'un immense entrepôt doive traverser tout le bâtiment en saignant pour trouver du matériel. Les trousses doivent être complètes, facilement transportables sur les lieux mêmes de l'accident et signalées par un affichage adéquat pour une localisation instantanée. Ce qui nous amène à un aspect crucial et honnêtement, un endroit où les légendes urbaines semblent prospérer, l'entretien de ces trousses. Ah oui, les fameux mythes. En discutant avec des gens sur le terrain, j'ai souvent entendu cette rumeur selon laquelle la loi obligerait à prendre la trousse à la jeter au complet tous les 3 ans et à en racheter une nouvelle pour être aux normes. Ouais. J'ai cherché dans les textes et je n'ai trouvé absolument aucune mention de cette fameuse règle des 3 ans. C'est l'une des fausses croyances les plus tenaces du milieu industriel. Beaucoup pensent aussi qu'il faut acheter sa boîte chez un fournisseur, je cite, reconnu par la CNSST. C'est-à-dire l'organisme qui gère la santé et la sécurité au travail ici au Québec. Exactement. Ou même qu'il faut un certificat de conformité officiel affiché à côté de la boîte. C'est faux. Aucun fournisseur n'a ce monopole et aucun certificat global n'est exigé. Ah, c'est bon à savoir. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on comprend que la véritable conformité ne réside pas dans un document administratif ou une date de péremption arbitraire collée sur le boîtier. Elle réside dans un entretien granulaire, continu et rigoureux. Granulaire, c'est vraiment le mot juste, hein. Parce qu'en lisant les directives, on voit que tout matériel souillé, jauni par le temps ou abîmé doit être remplacé immédiatement. Sans exception? Mais il y a une règle qui m'a fait tiquer au niveau du gaspillage potentiel. La réglementation stipule que si un emballage stérile est ouvert et partiellement utilisé, le reste ne peut pas être gardé pour la prochaine fois. Ça part directement à la poubelle. Ouais, c'est strict. Est-ce vraiment nécessaire de jeter la moitié d'un rouleau de gel stérile qui a l'air parfaitement propre juste parce que l'emballage a été ouvert, hein? L'air ambiant d'une usine poussiéreuse, les micro-gouttelettes. C'est vrai. Dès que le seau d'un produit stérile est brisé, il perd son statut clinique. Garder un pansement stérile ouvert, c'est créer un incubateur à bactéries pour la prochaine victime. La gestion d'une trousse, c'est surveiller les dates de péremption de chaque article individuellement et refuser tout compromis sur la stérilité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Plongeons carrément à l'intérieur de cette fameuse trousse de base. Faisons-en l'autopsie, en quelque sorte. Allons-y. Prenons le banal bandage élastique, ce rouleau extensible qu'on a tous vu. On pourrait penser qu'il suffit de l'enrouler autour d'une cheville ou d'un poignet le plus serré possible. Mais il y a des directives d'application très spécifiques. Pourquoi insister sur une technique de pose particulière? La règle d'or, lors de l'application d'un bandage élastique, c'est de toujours l'appliquer en partant du bas de la blessure pour remonter vers le haut, c'est-à-dire vers le cœur. Ok, La raison est purement circulatoire. Si on fait l'inverse, on risque d'emprisonner le sang dans l'extrémité du membre, créant un effet de garrot involontaire. ah oui, dangereux. Très. Et une fois posé, le secouriste doit vérifier la coloration de la peau, la chaleur des doigts ou des orteils et l'absence d'engourdissement. Un bandage trop serré peut causer des dommages nerveux et vasculaires importants en très peu de temps. Ça démontre bien qu'un objet inoffensif peut devenir gravement dangereux s'il est mal utilisé. J'ai aussi été frappée par la précision presque chirurgicale de la liste d'inventaire. Écoutez ça, la trousse exige des ciseaux en acier inoxydable d'un minimum de 14 cm avec des pointes arrondies. Et une pince à écharde d'un minimum de 11,4 cm. Pourquoi une telle obsession sur le moindre millimètre? Il faut s'imaginer dans une situation de panique. Un travailleur vient de se blesser gravement au bras, il est en état de choc, il bouge, il a mal. Le stress est à son maximum. Exactement. Le secouriste a les mains qui tremblent légèrement à cause de l'adrénaline et il doit couper la manche d'une chemise de travail en tissu très épais. Des petits ciseaux d'écolier ne couperont rien du tout, d'où l'exigence des 14 cm pour l'effet de levier. C'est logique. Et les bouts arrondis alors? C'est une sécurité indispensable pour éviter de poignarder accidentellement la victime qui se débat pendant qu'on glisse la lame sous son vêtement.
L'acier inoxydable permet une désinfection à l'alcool avant et après chaque usage. Et pour la pince? Quant à la pince, de 11,4 cm, c'est la taille optimale pour une préhension ferme, même quand le secouriste porte des gants. Tout est pensé pour limiter les erreurs humaines sous stress. On y trouve aussi les classiques compresses stériles de 7,6 par 7,6 cm pour les plaies courantes et des compresses abdominales beaucoup plus épaisses pour les hémorragies importantes. Oui, celle de 12,7 par 22,9 cm. C'est ça. Et cette fameuse écharpe triangulaire en coton avec ses 2 petites épingles de sécurité qui permet d'improviser une immobilisation de l'épaule. Mais en explorant le reste, je suis tombée sur un véritable piège pour les non-initiés concernant les lingettes. Le fameux piège des lingettes. J'ai vu qu'il y avait 2 types différents dans la même boîte. C'est une invitation à la confusion, non? C'est en effet l'erreur classique par excellence et elle peut faire extrêmement mal. Une trousse standard contient des lingettes antiseptiques, souvent à base de chlorure de benzalconium. Ok. Celles-ci sont douces, formulées spécifiquement pour désinfecter la périphérie d'une plaie. Mais on trouve aussi des lingettes nettoyantes saturées d'alcool entre 70 et 80%. Ouch! Voilà, ces dernières servent uniquement à nettoyer les mains du secouriste ou les instruments en l'absence de point d'eau. Il suffit d'imaginer la douleur foudroyante et les dommages tissulaires causés si on frotte une lingette à 80% d'alcool pur directement à l'intérieur d'une peau gravement lacérée. Aïe, la simple pensée me donne des frissons. C'est pour cela qu'il faut lire attentivement les sachets. Et en parlant de traiter une plaie, il y a un élément qui m'a complètement prise au dépourvu. L'onguent antibiotique. La trousse en contient sous forme de petits sachets à usage unique. Ma réaction initiale, c'est de me dire « génial, mettons-en généreusement sur n'importe quelle coupure pour éviter l'infection ». C'est le réflexe de beaucoup de gens. Pourtant, les directives recommandent une prudence extrême, voire de s'abstenir dans certains cas. Quel est le problème avec l'onguent? C'est un corps gras. Si on l'applique sur une égratignure mineure et superficielle, pas de problème. Mais si on l'applique sur une plaie profonde qui va nécessiter des points de suture, on vient de créer un cauchemar pour le médecin aux urgences. Ah, parce que c'est gras. Exactement. Le chirurgien va se retrouver avec des bords de peau luisants, glissants, impossibles à saisir avec ses pinces et très difficiles à recoudre proprement. Sans compter que l'onguent peut emprisonner des saletés microscopiques au fond de la plaie. Je n'avais jamais pensé à ça. La règle est implacable. Au moindre doute sur la gravité ou si la plaie est sale, on n'applique absolument rien. On couvre avec une compresse stérile, sèche, et on laisse les professionnels de la santé nettoyer la zone de manière appropriée. Quand on ne sait pas, on s'abstient pour ne pas nuire. C'est une excellente philosophie. Ça nous amène à un aspect moins reluisant de l'intervention, le nettoyage. Oui, la gestion post-accident. Une fois les premiers soins terminés, il y a inévitablement du matériel imbibé de sang. Des compresses, des gants. Comment on gère ça? On ne peut certainement pas balancer ça dans la corbeille sous le bureau de la comptabilité. Jamais. Le sang est un fluide biologique qui comporte des risques de transmission de pathogènes. C'est pour cela que la trousse contient obligatoirement des sacs de recueil de déchets biomédicaux à usage unique. Les fameux sacs rouges ou jaunes. C'est ça. Tout matériel souillé y est déposé, scellé et traité selon les protocoles de l'entreprise pour les matières dangereuses. Et un protocole similaire s'applique aux auto-injecteurs d'épinéphrine qu'on utilise en cas de réaction allergique sévère. Les épipènes, ouais. Si le stylo a été utilisé pendant la crise, on le remet en main propre aux paramédics à leur arrivée pour qu'ils sachent exactement ce qui a été administré. S'il est simplement périmé, direction la pharmacie pour une destruction sécuritaire. L'organisation est pensée de A à Z. Et pour que le secouriste puisse aider, il faut qu'il soit lui-même protégé. J'ai remarqué que les gants d'examen inclus doivent spécifiquement être sans latex et sans poudre. J'imagine que c'est lié aux allergies grandissantes. Tout à fait. Une réaction anaphylactique au latex en pleine intervention d'urgence, que ce soit chez la victime ou le secouriste, transformerait un incident en véritable catastrophe. Et j'ai vu aussi le masque de poche pour la réanimation cardio-respiratoire. Ah oui, il ne s'agit pas d'un simple bout de plastique. Il doit impérativement être muni d'une valve unidirectionnelle. L'air insufflé par le secouriste passe, mais si la victime tousse ou vomit, les fluides sont bloqués par la valve. C'est la ligne de défense fondamentale. Impressionnant. Alors, on vient de disséquer la trousse de base. Passons au niveau supérieur. Allons-y. Qu'arrive-t-il dans les milieux considérés à risque élevé? C'est le domaine de la trousse intermédiaire. Et là, j'essaye de m'imaginer la situation. On est dans un camp forestier isolé dans le nord du Québec ou sur un gigantesque chantier de construction métallique. Des milieux très rudes. L'environnement lui-même est une menace. Que rajoute-t-on dans la boîte pour faire face à ça? Dans ces environnements,
On ne parle plus de petites coupures, mais de traumatismes majeurs, d'écrasement, d'amputation. La trousse intermédiaire conserve la base, mais passe à la vitesse supérieure. On y ajoute des compresses compressives beaucoup plus grandes, de 15,2 par 15,2 cm, avec des attaches intégrées pour les hémorragies massives. D'accord. On trouve des tampons oculaires et des couvre-œils, car les blessures à l'œil par des débris projetés sont monnaie courante en construction. Il y a aussi une attelle malléable, matelassée, souvent en aluminium, recouvert de mousse, d'au moins 10,2 par 61 cm. On peut la plier pour épouser parfaitement un bras ou une jambe fracturée. Et j'ai cru voir un garrot aussi. Absolument! L'élément central, c'est le garrot artériel commercial. Ça, c'est du matériel sérieux pour stopper net une hémorragie incontrôlable sur un membre. Mais dans cette même trousse hyper technique, j'ai vu des choses qui semblent presque décalées. Comme quoi? Des comprimés de glucose de 4 grammes ou des petits jus. Et ces fameuses compresses froides instantanées. Comment fonctionnent ces compresses au juste? On n'a pas de congélateur sur un chantier forestier. C'est brillant en fait. Les comprimés de glucose de 4 grammes sont essentiels pour gérer un choc hypoglycémique, une chute soudaine du taux de sucre dans le sang qui peut faire perdre connaissance à un travailleur. Ok, et pour le froid? Quant aux compresses froides instantanées, c'est de la chimie pure. À l'intérieur du sachet, il y a de l'eau et un produit chimique, souvent du nitrate d'ammonium, séparé par une membrane fragile. En pliant fermement le sachet, on rompt la membrane. Les deux éléments se mélangent, créant une réaction endothermique qui absorbe la chaleur ambiante. En quelques secondes, le sachet devient glacé. C'est presque magique. Mais j'imagine qu'on ne met pas un sac de produits chimiques glacés directement sur la peau de quelqu'un. Surtout pas. Il faut toujours interposer un linge entre la compresse et la peau pour éviter de causer des engelures locales. La réglementation précise aussi que l'application ne doit pas dépasser 10 à 20 minutes maximum pour ne pas endommager les tissus par le froid. Une limite de temps très claire. Et point crucial, on n'applique jamais de froid directement sur une plaie ouverte. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour les infrastructures vraiment massives? Les méga-usines, les grands complexes industriels. Quand même, la trousse intermédiaire la plus complète ne suffit plus à couvrir le terrain. Là, on sort la grande artillerie. La réglementation dégaine le local de premier secours. Ce n'est pas juste un placard avec un lit de camp, n'est-ce pas? Non. Le local de premier secours est un véritable sanctuaire médical au cœur de l'entreprise, et ses critères sont drastiques. Il doit être libre et accessible en tout temps, pas question d'y entreposer des cartons d'archives ou du matériel de nettoyage. Logique. Il doit être convenablement chauffé, éclairé, bien ventilé et disposé d'eau courante. À l'intérieur, on exige une civière, une table de soins, 2 chaises, du savon, des essuie-mains et un détail très révélateur du niveau d'hygiène attendu, des brosses à ongles pour le secouriste. Des brosses à ongles, ça illustre parfaitement le sérieux de l'opération. On veut s'assurer que le secouriste a les mains chirurgicalement propres avant de toucher à quoi que ce soit. Tout à fait. Mais j'imagine qu'avoir la plus belle salle du monde ne sert à rien si on ne sait pas gérer ce qui se passe autour. Cela soulève une question importante. Le rôle du secouriste ne s'arrête pas aux portes de ce local. La pratique du secourisme englobe la maîtrise totale de l'environnement de travail. C'est-à-dire? Le secouriste a l'obligation formelle de connaître l'emplacement des téléphones pour joindre les secours externes. Il doit savoir où sont les coupe-circuits électriques pour sécuriser une zone avant d'y entrer. En cas d'électrocution, par exemple? Exactement. Il doit connaître l'emplacement des douches de secours et des bassins oculaires et s'assurer qu'ils sont testés régulièrement pour projeter de l'eau claire et non de la boue stagnante accumulée dans les tuyaux. Et il y a les extincteurs, Sam. J'ai toujours cru qu'il suffisait d'avoir un cylindre rouge au mur, mais la réglementation est tatillonne. Très tatillonne. Ils doivent être homologués ULC par les laboratoires des assureurs du Canada, garantir une protection adaptée aux dangers spécifiques de la pièce et faire l'objet de contrôles stricts avec la date de vérification bien visible. C'est ça. Un feu d'origine électrique ne se gère pas avec le même extincteur qu'un feu de solvant chimique. Le secouriste doit être le chef d'orchestre de tous ces éléments de sécurité. Qui peuvent sembler arides de prime abord, réussissent en fait à transformer le chaos total et la panique d'un accident potentiel en un processus incroyablement structuré, hygiénique et efficace. C'est le but ultime. Du simple choix des ciseaux à bourron à la valve du masque de poche, chaque spécification est pensée pour protéger la personne blessée, tout en assurant la sécurité du secouriste. Ça ne laisse aucune place à l'improvisation dangereuse dans ces moments critiques. Et si on se permet d'aller un peu plus loin, il y a une réflexion passionnante à avoir sur tout ceci. Au-delà de l'efficacité d'un garrot ou de la stérilité d'une compresse, c'est l'effet psychologique de ces normes sur un milieu de travail qui est frappant.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Il est intéressant pour quiconque évolue dans ces environnements de se demander ceci. La simple présence visible d'une trousse immaculée, l'existence d'un local parfaitement équipé, ne modifie-t-elle pas subtilement le comportement humain au quotidien? C'est une bonne question. En observant qu'une organisation investit autant de rigueur et d'attention dans les soins post-accident, les travailleurs n'adoptent-ils pas presque inconsciemment une culture de sécurité préventive beaucoup plus forte? C'est comme si le message silencieux envoyé par cette petite boîte verte aidait à réduire les comportements à risque et les accidents avant même qu'ils ne se produisent. C'est une pensée fascinante sur laquelle conclure cette exploration. La préparation minutieuse aux accidents devient, par sa simple présence, un outil de prévention. Un immense merci à notre audience pour sa curiosité aujourd'hui. Merci à tous. On espère sincèrement qu'à partir de maintenant, en traversant un couloir ou un atelier, on jettera tous un œil tout à fait nouveau et beaucoup plus admiratif sur cette petite boîte verte. Elle contient un véritable système d'ingénierie pensé pour la vie. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.